Madame l'ambassadrice, chers collègues, mesdames, messieurs, la littérature est faite de mondes tellement divers que nul ne saurait prétendre en avoir à lui seul la connaissance complète. Il faudrait plusieurs vies et peut-être même avoir vécu toute l'histoire de l'humanité pour pouvoir rendre compte de tout ce qui s'est écrit, de tout ce qui a été raconté, de tout ce qui a été transmis oralement et qui a fait rêver des générations d'êtres humains ici ou ailleurs. Et moi qui ai placé sous le signe de la Bibliothèque du Monde cette chaire de littérature comparée, dont j'ai l'honneur d'être le titulaire, vous mesurez quelle responsabilité m'incombe, quelle charge même, à laquelle pourtant, c'est hélas trop clair, je ne saurais faire face. Et parmi ces littératures, parmi ces œuvres qui miroitent ainsi au-delà de mon horizon, au-delà de mes compétences, il en est qui font rêver encore plus que les autres, sortis de ces brumes du Nord qui recouvrent l'océan, au-delà des derniers rivages de l'Europe continentale, des rivages de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Parmi ces îles lointaines qui marquèrent pour les anciens la limite du monde connu. L'île de Thulé, mentionnée par Pythéas, le navigateur phocéen, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, ou bien ces îles bienheureuses où Saint Brandan et ses moines irlandais mirent le pied au milieu du VIe siècle et découvrirent tant de merveilles. La littérature islandaise constitue un monde en soi. Elle développe, aux avant-postes de la civilisation européenne, tout un ensemble de textes qui, aujourd'hui encore, nous interrogent, suscitent notre curiosité, enrichissent l'imaginaire occidental. Il y a, dans la littérature islandaise ancienne, le monde des Eddas, le monde de la poésie skaldique. Et enfin, peut-être le plus proche de nous, parce qu'il nous a légué un mot courant de notre vocabulaire, le monde des sagas. L'écrivain argentin Jorge Luis Borges, passionné des littératures germaniques, des littératures scandinaves et saxonnes, et grand amateur des sagas, faisait la remarque suivante, éminemment paradoxale. Au XIIe siècle, les Islandais découvrirent le roman, l'art de Cervantes et de Flaubert. Et cette invention resta aussi secrète, aussi stérile pour le reste de l'univers que leur découverte de l'Amérique. Ainsi, les Islandais inventèrent-ils le roman et découvrirent-ils l'Amérique, et personne n'en sut rien. Mais l'invention n'est pas restée totalement ni toujours aussi stérile. Depuis le cycle romanesque La saga des Forsyth de John Galsworthy dans les années 1920, dans les journaux, à la télévision, au cinéma, dans le roman, dans la science-fiction, dans la bande dessinée, le mot de saga est accommodé à toutes les sauces. On parle de la saga de Bernard Tapie, de la saga d'une série télévisée, de la saga de Star Wars. Et alors sans doute cet usage contemporain et immodéré du mot de saga n'a-t-il pas grand-chose à voir avec la réalité historique des sagas comme genre littéraire. C'est là le destin de tous les grands mantras de la culture et de la littérature. Et par exemple, le mot de tragédie, venu lui du grec et non pas de l'islandais, a subi le même sort et est mis à toutes les sauces. Mais justement, il est temps aujourd'hui d'y aller voir de plus près et de découvrir ce que ces sagas islandaises ont à nous dire et à nous apprendre si l'on fait au moins l'effort de les lire. Longtemps, en France, l'universitaire Régis Boyer, récemment disparu, fut le plus remarquable passeur de cette littérature. Il fit même entrer les sagas islandaises dans la bibliothèque de la Pléiade. Eh bien, pour nous parler pendant 4 séances des sagas islandaises, c'est en Islande même que je suis allé chercher le conférencier que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, le professeur Torfi Tullinius,
ou Tulinius, je ne sais pas si je prononce très bien, titulaire d'une chaire d'études islandaises médiévales à l'Université d'Islande et également doyen de la faculté d'islandais et d'études culturelles comparées de cette même université, et peut-être le meilleur expert actuel de cet univers des sagas. Le professeur Tulinius a lui-même édité en français plusieurs sagas. La saga de Sverrir, roi de Norvège, parue aux Belles Lettres en 2010, et très bientôt, je crois, la saga d'Egil, au livre de poche, dans la collection Lettres gothiques, dirigée par notre collègue Michel Zinc. Michel Zinc, qui du reste s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, mais qui sera là dans les conférences suivantes. Et la thèse de doctorat de Thorfinn Tulinius sur les sagas, eh bien, il l'a faite justement, quel paradoxe, il l'a faite en France, à la Sorbonne, avec ce même Régis Boyer dont je vous parlais, et elle est parue, cette thèse, sous le titre « La matière du Nord, saga légendaire et fiction dans l'Islande du XIIIe siècle », parue donc aux presses de l'université Paris-Sorbonne. Et le professeur Tulinius a par ailleurs quantité d'autres cordes à son arc. Il a écrit sur l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet, sur l'œuvre de Michel Houellebecq, sur celle de Philip Roth, par exemple. Et donc, j'ai le plaisir, ce soir, d'offrir au public du Collège de France une perle doublement rare. Non seulement le savoir de l'un des tout meilleurs spécialistes de cet univers énigmatique des sagas, mais aussi, comme vous allez vous en rendre compte, un spécialiste des sagas parfaitement francophone et francophile. Et aussi, évidemment, un comparatiste accompli au centre d'intérêts nombreux. Quelle joie de pouvoir en profiter pendant 4 séances, 4 conférences qui vont égrener et s'égrener pendant tout ce mois de novembre. Et ces conférences, intitulées « Les sagas islandaises, enjeux et perspectives », donc, se tiendront sur 4 semaines jusqu'au 23 novembre, le mardi à 17h30, comme aujourd'hui, dans l'amphithéâtre Guillaume Budet, où nous nous trouvons en ce moment, sauf la semaine prochaine, où ce sera dans la salle 2. Mais le personnel de l'accueil vous le signalera. Alors, professeur Thorfinn Tulinius a été invité à prononcer ces conférences sur ma proposition, mais son invitation a été prononcée par l'Assemblée des professeurs, donc il recevra une médaille du Collège de France pour ces conférences, mais cette médaille, je la donnerai non pas à la première séance, je la donnerai à la dernière séance lorsqu'il aura accompli tout son service. Donc, vous pourrez vous-même approuver son service. Et donc, j'ai le plaisir donc d'accueillir ici le professeur Thorfinn Tulinius pour cette première conférence intitulée « L'Islande médiévale, une société atypique et une littérature hors pair ». Nous pouvons l'accueillir joyeusement. Merci. Merci beaucoup. Et par ailleurs, j'invite les membres du public qui sont là-haut à venir s'asseoir. Il reste quand même quelques places ici. N'hésitez pas à déranger le public déjà assis. Madame l'ambassadrice d'Islande, Unnur Aradottir Hamet, mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais commencer par remercier William Marx de ses mots si chaleureux et de bienvenue, et puis aussi pour cette invitation à donner cette série de conférences ici. J'en suis profondément honoré et reconnaissant. Je remercie l'Assemblée des professeurs d'avoir consenti à cette invitation. Et c'est normal de recevoir la médaille après la bataille, et pas avant, n'est-ce pas? Et donc, je me réjouis de recevoir cette médaille, et je voudrais aussi remercier l'administrateur du collège, Thomas Romer. Je voudrais également remercier Graham Paul, ancien ambassadeur de France en Islande, qui a eu l'initiative de me mettre en rapport avec le collège et William Marx. J'ai passé ma vie entre la France et l'Islande. Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège d'enseigner et d'étudier aussi bien la littérature française que celle de mon pays. Au cours de mes recherches, je me suis efforcé d'illuminer le riche héritage littéraire médiéval de l'Islande en dialoguant avec la pensée et la littérature française. C'est pourquoi je suis très ému de me trouver entre ces murs où les voix de Claude Lévi-Strauss, de Roland Barthes, de Georges Duby, de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu
ont résonné. Et plus récemment, celle de Michel Zinc, dont les travaux m'ont été très précieux. Je vais vous parler des sagas médiévales islandaises. Mon but est de montrer leur intérêt comme documents historiques, mais surtout comme œuvres littéraires appartenant à la littérature mondiale. Pour cela, je décrirai le contexte dans lequel elles sont apparues, pour focaliser ensuite sur leurs caractéristiques littéraires. Je porterai une attention toute particulière à un groupe de sagas, les sagas des Islandais, comme on les appelle communément. Elles sont les plus célèbres d'entre elles, et je m'efforcerai de vous montrer comment des approches nouvelles sont en train de changer notre compréhension de ces œuvres, composées il y a entre 7 et 8 siècles. Avant d'en venir aux sagas, une présentation de l'Islande médiévale s'impose. Grande île volcanique située au milieu de l'Atlantique Nord, les terres les plus proches sont la côte ouest de la Norvège et le nord de l'Écosse, à 800 km. Et à 500 km vers l'ouest, la périlleuse côte orientale du Groenland. Terre isolée, l'Islande ne connut pendant des siècles que quelques visiteurs occasionnels, voire hypothétiques, qui ont été nommés par le professeur Marx comme Pythéas de Marseille ou l'Irlandais Saint Brandan. La grande expansion viking, voilà. La grande expansion viking, commencée au 8e siècle, est rendue possible entre autres par de nouvelles techniques de construction de bateaux, permis de s'aventurer dans ces mers inconnues pour peupler d'abord les îles Féroé, ensuite l'Islande à la fin du 9e siècle, suivie par la côte ouest du Groenland un siècle plus tard, et peu après le continent américain, bien que les tentatives de s'y établir n'eussent pas abouti. La superficie de l'Islande est de 100 km², le cinquième de la France, mais seules les régions côtières étaient habitables au IXe siècle. La population grandit rapidement et vers l'an 1000, on estime que les habitants étaient 40 000. Largement de quoi faire société. Il est important de noter que l'implantation humaine en Islande n'est pas seulement celle d'un groupe de gens, mais d'un système économique, d'une organisation sociale, d'une langue et d'une culture. Parlons d'abord d'économie. La quête de ressources a sans doute conduit les premiers voyageurs en Islande, en particulier la chasse aux morses, dont les défenses étaient en ivoire précieux et le cuir servait à fabriquer le gréement des navires. Ces produits rares mais recherchés étaient vendus dans les marchés de tout le nord de l'Europe. Qui dit échanges commerciaux dit également interaction et influence. Les sagas nous présentent volontiers des hommes importants en Islande, possédant terres et pouvoirs, qui étaient aussi des marchands, qui naviguaient vers l'Europe et avaient de ce fait des contacts avec des dignitaires étrangers. Depuis son peuplement, l'Islande n'a jamais été isolée du reste du monde. La majorité des premiers habitants de l'Islande venaient de la Norvège ou des régions des îles britanniques où des Scandinaves s'étaient implantés. Une manière de vivre ensemble s'était développée aussi bien dans les pays nordiques que dans les communautés d'origine norroise ailleurs. Elle était caractérisée par une loi coutumière, par des assemblées d'hommes libres où les litiges étaient réglés et où de nouvelles lois pouvaient être adoptées. La cohésion des communautés était maintenue par un système d'alliances basé sur les liens familiaux, mais aussi d'amitié. Cette mode d'organisation sociale fut transplantée en Islande par les colons norrois, bien qu'il y ait probablement eu aussi des gens originaires des régions celtiques, des îles britanniques, libres ou esclaves. Il y a très peu d'influence des langues celtes, néanmoins, sur la langue islandaise, soit parce que les premiers habitants qui les parlaient étaient peu nombreux, soit parce que les gens d'origine norroise dominaient. Il en va de même des toponymes. On peut dire de ce fait que c'est la langue norroise qui a investi le pays à la fin du IXe siècle, en même temps que les habitants. Il y a peu de différence entre la langue qu'ils parlaient et l'islandais d'aujourd'hui, plus de 11 siècles après la colonisation du pays. C'est pourquoi la toponymie est particulièrement transparente. Pour donner un exemple, la capitale actuelle s'est construite autour d'une baie où il y avait des sources chaudes,
Elle s'appelle donc baie des vapeurs ou Reykjavik. Cette accessibilité du sens des noms propres donnés aux lieux et aux particularités du paysage nous éclaire aussi sur la culture des premiers Islandais. Beaucoup de toponymes se réfèrent aux animaux domestiques de ce peuple d'éleveurs. La colline de la chèvre, Geitafell, le cap du mouton, Sauðanes. D'autres indiquent les ressources qui pouvaient être exploitées, Hvalllátur, littoral où les morses élevaient leurs petits, Laxá, rivière à saumon, Hrísey, île boisée. D'autres encore reflètent les modes de vie. Il y a ainsi une quarantaine de monts qui s'appellent Búrfell, la montagne du garde-manger. Toutes se distinguent par une forme particulière, pente raide, sommet large et arrondi, et une situation à l'écart d'autres montagnes. Elles évoquent ainsi le bâtiment où on conservait les aliments dans les fermes de l'époque viking, toujours à l'écart. Búr signifiant garde-manger et fell, montagne. Les toponymes reflètent aussi la culture des premiers habitants. Quelques noms de lieux font référence aux divinités païennes, surtout au dieu Thor ou Thor. Il semble qu'il ait été particulièrement prisé par les paysans et les navigateurs. Il n'est pas étonnant que de nombreux toponymes soient dérivés de son nom. La pratique de l'assemblée ou du think explique aussi beaucoup de noms de lieux. Þingvellir, plaine du Parlement, est le plus fameux d'entre eux. Il semblerait qu'une fois lancé, le mouvement de peuplement de l'île ait été rapide et qu'en quelques décennies, la majorité des meilleures terres ait été prise. Il a fallu alors accorder les différentes traditions légales, asseoir le pouvoir d'un groupe d'hommes sur d'autres, organiser la société. À cause de l'éloignement de l'Islande des autres terres, il était impossible au Moyen Âge d'envahir le pays et subjuguer sa population. Du coup, la société s'est organisée de manière différente de celle dont venaient les colons et avec lesquels ils maintenaient des contacts. Moins hiérarchisés, les liens entre les habitants étaient maintenus grâce à ce système d'alliance par le sang, par le mariage ou par des promesses de soutien mutuel. Aucun pouvoir central ne maintenait l'ordre, ni roi, ni autre souverain. La protection contre les agressions était assurée par ce système qui pouvait avoir pour conséquence des conflits entre factions parfois fort longs, mais que la communauté s'efforçait cependant de contenir. Et une excellente introduction à cette société sans roi existe en français de mon collègue et ami Jesse Byock, l'Islande des Vikings. La soumission tardive des chefs islandais au roi de Norvège, qui n'eut lieu qu'en 1262, suivie de l'adoption quelques années plus tard d'un droit et d'un impôt royal, souligne le caractère atypique de la société islandaise dans le contexte européen des XIIe et XIIIe siècles. L'Islande s'est convertie au christianisme en l'an 1000 et une église locale s'est constituée peu à peu. Longtemps, la hiérarchie ecclésiastique se confondait avec le groupe des chefs laïcs. La conséquence la plus remarquable est que la culture de l'écrit que l'Église a apportée avec la conversion a été adoptée non seulement par les clercs, mais par nombre de laïcs aussi. C'est à l'un de ces lettrés, à la fois prêtre et chef laïque, que nous devons un document exceptionnel. Il s'appelait Are Thorgilsson. Dès le Moyen Âge, on ajouta à son nom l'épithète Fróði, qui veut dire le savant. Le texte en question a pour titre Íslendingabók, ou Livre des Islandais. Il établit une chronologie des principaux événements qui ont marqué les premiers siècles de l'habitation de l'Islande, du IXe au début du XIIe siècle. Voilà. Dans son préambule, Are le savant place son texte sous le parrainage des deux évêques du pays, ce qui nous permet de le dater entre 1122 et 1133. Il fait le récit des premiers siècles de l'histoire humaine en Islande, de sa découverte à la première mise par écrit des lois du pays, quelques années avant la composition du texte. Parmi les événements qu'il juge dignes de rapporter sont l'établissement du Parlement annuel, réunissant les chefs de tout le pays,
ou Althing en 930, la conversion de l'Islande au christianisme par décision du Parlement en l'an 1000, l'établissement des évêchés du sud et du nord du pays au cours du IXe siècle et l'adoption de la dîme, procurant une source de revenus importante pour l'Église, mais aussi pour les chefs laïcs qui administraient les bénéfices ecclésiastiques. Le livre des Islandais est remarquable pour 3 raisons. Il nous procure des renseignements précieux qu'il est seul à nous donner. Il faut donc les manier avec précaution, car il est de toute évidence écrit du point de vue d'une personne appartenant à un groupe social et familial qui construit le passé selon sa mémoire, et on peut penser ses intérêts. Il faut néanmoins reconnaître la volonté manifeste de l'auteur de convaincre son lecteur de la véracité de ses dires. Il le fait en citant les personnes de qui il tient les informations qu'il donne et en expliquant d'où elles les tiennent. Il manifeste aussi une certaine humilité devant la tâche d'écrire cette histoire, déclarant dans une phrase connue de tous les lycéens islandais « En hvorki missagt í fræðum þessum, þá skylt að hafa það heldur sannara reynisk. » Voilà. Mais si dans ces écrits, des choses s'avéraient erronées, il faudrait leur préférer la vérité. Le troisième aspect important de ce texte est qu'il établit un cadre temporel de l'histoire de l'habitation du pays. Ainsi, il donne à ses contemporains et aux générations suivantes les moyens de percevoir la profondeur du passé de leur société et des principales institutions qui la gouvernent. À cet axe temporel de l'activité de l'auteur du livre des Islandais s'ajoute un axe spatial. En effet, il existe un texte appelé Landnámabók, littéralement le livre de la prise des terres, mais le plus souvent appelé livre de la colonisation. Il s'agit d'une énumération, région par région, des premiers colons et des terres sur lesquelles ils se sont établis. Les versions conservées du livre datent du XIIIe siècle, mais dans l'une d'entre elles, référence est faite à un premier livre de colonisation composé par le même Ari Thorgilsson le savant, à qui nous devons le livre des Islandais. Celui-ci est de toute évidence composé sous l'impulsion d'une église qui veut montrer le rôle du christianisme dans l'histoire du pays. En revanche, la version perdue du livre de la colonisation, du même auteur, est le signe d'un autre aspect de l'activité de l'Église dans le pays, à savoir un mouvement d'organisation du territoire, aussi bien pour des raisons fiscales, à savoir le paiement de la dîme, que pour assurer l'encadrement des fidèles. Établir une liste des premiers colons et des terres prises par eux et elles, parce qu'il y avait des femmes aussi parmi ces premiers colons, était un moyen de saisir l'espace pour des raisons administratives. Les historiens débattent encore de ce qui a motivé la composition des 2 textes, en particulier le second, dont la version première, je le rappelle, est perdue. Il est cependant impossible de sous-estimer leur importance pour la suite du développement de la littérature islandaise, en particulier de ce qu'on appelle les sagas. En effet, en ce début du XIIe siècle, Ari Thorgilsson crée ce qu'on pourrait appeler un devenir texte du temps de l'espace et de l'espace islandais. De la même façon que la langue norroise avait investi le pays à la fin du IXe siècle avec les colons norrois, c'est maintenant l'écrit qui s'approprie le temps et l'espace islandais. Avant de montrer comment cela a préparé la genèse des Islandingasögur ou sagas des Islandais, il faut dresser un portrait de ce que nous pourrions appeler la bibliothèque des auteurs des sagas. Pour les auditeurs passionnés des cours de William Marks, dont je suis, cette notion est bien connue. Dans le cas des auteurs des sagas, il s'agit d'une bibliothèque réelle, attestée par la mémoire manuscrite, mais aussi d'une bibliothèque hypothétique, composée soit d'écrits qui étaient probablement connus des Islandais, bien que nous n'en ayons que des indications indirectes, soit d'une tradition uniquement transmise oralement. Celle-ci, par nature insaisissable, ne peut ne pas avoir existé, comme nous le verrons la semaine prochaine. Les textes conservés dans les manuscrits islandais sont variés
et témoigne à la fois de l'enracinement de la culture écrite islandaise dans l'ensemble de la culture lettrée du Moyen Âge et de son originalité. Il y a des textes de type encyclopédique, tels que les étymologies d'Isidore de Séville, des écrits sur le compute et la géographie, sans oublier la rhétorique et la grammaire, dont plusieurs traités sont conservés. L'un d'entre eux, composé au milieu du XIIe siècle par un auteur inconnu, appelé par convention le premier grammairien, est un traité de phonologie dont le but est d'établir les règles de transcription des sons de la langue norroise avec l'alphabet latin. En passant, le premier grammairien invente la technique des paires minimales pour définir la valeur des différents sons. Le premier traité grammatical, comme on appelle ce texte, est un exemple d'appropriation d'outils intellectuels nouveaux et venus d'ailleurs à des fins locales et témoigne de la vivacité de la culture islandaise au XIIe siècle. La culture intellectuelle en Islande au XIIe siècle. Le premier grammairien nous renseigne aussi sur l'état de la littérature islandaise quelques décennies après les travaux d'Are le Savant, puisque dans son préambule, il énumère les types de textes écrits jusqu'alors en langue norroise, les lois, les listes généalogiques, les interprétations sacrées et la docte science d'Are Thorgilsson. Il y aurait beaucoup à dire sur cette citation du premier traité grammatical. Retenons deux choses. La première, que dès que l'on se mit à écrire dans la langue vernaculaire, l'écriture a servi aussi bien les clercs que les laïcs. Les lois et les généalogies avaient une fonction dans la vie de tous. Les lois gouvernaient les interactions humaines et les liens de parenté étaient un facteur important dans le positionnement de tout un chacun dans la société. Les interprétations sacrées, en revanche, relevaient du domaine clérical car il s'agissait de l'exégèse biblique, si importante dans la vie intellectuelle de l'ensemble de la chrétienté médiévale. Nous avons déjà parlé des écrits d'Are Thorgilsson, mais il est probable qu'il en composa d'autres que le livre des Islandais et le livre de la colonisation. Les mots que je viens de citer du premier grammairien indiquent que déjà au XIIe siècle, il était considéré comme une autorité sur l'histoire islandaise et peut-être l'histoire en général. Les écrits d'Are ne sont cependant pas des sagas. Le deuxième enseignement que nous tirons de ce passage, c'est que vers le milieu du XIIe siècle, on n'écrivait donc pas encore les sagas. Elles apparaissent quelques décennies plus tard. Mais qu'est-ce que donc qu'une saga ? En vieil islandais et aussi en islandais moderne, le mot signifie tout simplement récit. Ce que nous appelons aujourd'hui saga est donc une catégorie, saga médiévale, est donc une catégorie très étendue, car tout récit en prose situé dans un passé proche ou lointain peut être appelé ainsi. Une saga présente une histoire qui peut être légendaire, voire mythologique, mais aussi historique ou encore contemporaine. Toute matière narrative peut être objet de saga. La vie d'un saint, par exemple, Nicolasar saga, la saga de Saint Nicolas, ou bien la traduction en prose du poème latin Alexandride de Gauthier de Châtillon, qui a donné Alexander Saga. Une série de poèmes narratifs tirés de l'Edda poétique a donné la saga des Volsung, qui inspira à Richard Wagner l'anneau des Nibelungen. Des récits bibliques pouvaient faire aussi l'objet d'une saga, comme Gedinga Saga, qui est une adaptation du livre des Maccabées, ou encore une série de chansons de gestes, comme la Karla Magnus Saga, la saga de Charlemagne. N'oublions pas la Tristram Saga, qui est la traduction du roman courtois Tristan de Thomas de Bretagne et dont la version originale n'est conservée que sous la forme de fragments. La traduction norroise étant complète, elle est un document important pour l'histoire de la littérature française. 4 types de sagas sont plus connus que d'autres et nous intéresserons dans la suite de ce cours et dans les prochains. Nous nommerons en premier les sagas des contemporains, comme on les appelle. Il s'agit de chroniques d'événements ayant eu lieu en Islande et de mémoires des auteurs et de leurs premiers lecteurs. Écrites pour la plupart au XIIIe siècle, les faits rapportés datent de ce siècle et dans quelques cas du siècle précédent. S'il faut compter parmi elles
des biographies d'évêques, au demeurant d'un grand intérêt historique, ce sont surtout les récits des conflits internes de la classe dominante islandaise qui retiendront notre attention. Et la plupart de ces sagas sont perdues dans leur version originale, mais conservées dans une compilation du XIVe siècle appelée Sturlungasaga ou la saga des Sturlungar. Ces sagas nous permettent de nous faire une idée assez précise de la vie des milieux qui ont produit les sagas et sont donc une source précieuse pour l'historien de cette littérature, en particulier pour celui qui, comme moi, s'intéresse à la genèse de cette littérature et sa signification pour les auteurs et leur premier public. La deuxième catégorie de sagas que je retiendrai sont les sagas légendaires. Comme leur nom l'indique, elles se déroulent dans un passé lointain et mythique. Leur matière est faite de récits ancestraux, de mythes et autres fantaisies. Souvent, elles sont des mises en prose de poèmes qui existaient avant, comme la saga des Völsung que j'ai déjà citée, et qui, comme il est courant dans les sagas, mélangent prose et poésie. Les sagas légendaires ont joui d'une grande popularité et le genre s'est ouvert à une matière diverse, en particulier sous l'impulsion des traductions de chansons de gestes et de romans courtois, donnant naissance à un genre hybride que j'ai naguère appelé le roman médiéval islandais, Íslenska romansan, dans une histoire de la littérature islandaise à laquelle j'ai contribué. Elles aussi reflètent les valeurs, la vision du monde et les soucis des auteurs et de leur public, mais d'une autre façon, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. J'aurais pu nommer le troisième groupe de sagas en premier, car il semble qu'on ait commencé à les composer avant les autres. Ce sont les sagas royales. J'ai déjà dit que les Islandais n'avaient pas de roi. Ils avaient néanmoins un rapport soutenu et complexe avec la royauté, en particulier avec les souverains norvégiens. Depuis au moins le Xe siècle, il y avait des Islandais dans l'entourage des rois de Norvège, souvent des skalds ou poètes, le plus souvent des guerriers qui avaient aussi pour rôle de composer de la poésie en leur honneur. Pour un jeune Islandais entré au service d'un seigneur scandinave en tant que guerrier et ou poète était un moyen d'acquérir richesse et position sociale. Au cours des 3 premiers siècles d'habitation de l'Islande, le va-et-vient entre la Norvège et l'Islande était constant et les Islandais ont cultivé la mémoire des souverains en préservant la poésie de leurs skalds. Dès le début du XIIe siècle, Are le Savant et ses contemporains ont vraisemblablement composé des généalogies de ces rois. Les premiers chroniqueurs norvégiens, écrivant vers la fin de ce siècle, se sont d'ailleurs, c'est-à-dire autour de 1200, se sont d'ailleurs référés aux connaissances historiques des Islandais. En effet, les Islandais semblent s'être fait une réputation de spécialistes de la mémoire du monde viking, comme l'attestent les remarques faites par Saxo Grammaticus dans le premier livre de sa Gesta Danorum, où il loue l'industrie ou industria des Islandais, qui conservent le souvenir des temps anciens dans leurs poèmes. La canonisation du roi convertisseur de la Norvège, Olavur Haraldsson, mort en 1030, mais dont le culte prend un essor nouveau avec l'établissement de l'archidiocèse de Trondheim en 1153, a sans doute favorisé l'éclosion du genre de la saga royale. Qui dit saint, dit vita, ou vie de saint, et il y en a eu plusieurs sur saint Olaf. Bientôt, les Islandais produisirent leur propre version de cette vie qu'ils enrichissaient de la poésie des skalds qui avaient servi le roi. Du coup, les récits devenaient plus laïques dans leur esprit. En même temps, les moines du monastère de Þingeyrar, dans le nord de l'Islande, s'attelèrent à la tâche de composer la vie d'un autre roi, celui qui avait converti l'Islande 2 siècles plus tôt, en l'an 1000, un autre Olaf, Olavur Tryggvason. Vers 1200, la réputation des auteurs islandais de sagas royales semble avoir été établie. C'est ainsi du moins qu'on peut comprendre le fait qu'un roi norvégien, bien particulier, le roi Sverrir, est confié à l'abbé de ce monastère du nord de l'Islande, Karl Jonsson, de rédiger sa biographie, œuvre que Karl poursuivit après la mort du roi.
Le résultat est la saga de Sverrir, que j'ai traduite en français il y a quelques années et que le professeur Marx a eu l'amabilité de mentionner tout à l'heure. Cette saga est un des fleurons du genre, notamment à cause de l'art avec lequel l'auteur fait le portrait de ce roi singulier qui commença sa carrière comme prêtre aux îles Féroé. Profitant d'une période de guerre civile, il parvint à convaincre suffisamment de gens du fait qu'il était le fils illégitime d'un défunt roi pour conquérir le pays et pour y fonder une dynastie qui régna pendant près de 2 siècles après ses jours. La composition des sagas royales continua au XIIIe siècle, la plus célèbre étant Heimskringla, ou l'histoire des rois de Norvège, dans la traduction en cours de publication de François-Xavier Dillmann. On l'attribue au seigneur islandais Snorri Sturluson, qui vécut de 1179 à 1241 et dont il sera beaucoup question dans ses conférences. Ouvrage massif, composé probablement autour de 1220, l'auteur, Snorri Sturluson, y détaille l'histoire de toute la dynastie royale de Norvège, de ses origines mythiques jusqu'à l'arrivée du prétendant Sverrir dans le pays. On considère souvent la composition de Heimskringla, comme cette histoire des rois de Norvège, comme l'apogée des sagas royales. En tout cas, l'art narratif y est très développé, en particulier dans la version composée par Snorri de la saga de Saint Olaf. Cette version la plus longue et complète jusqu'à Snorri est remarquable pour l'effort fait par l'auteur pour rendre intelligibles les multiples aspects contradictoires du personnage. Olaf était à la fois viking, se livrant à des pillages dans sa jeunesse, et souverain convertisseur. Il était aussi décidé dans sa lutte pour le pouvoir qu'hésitant et maladroit dans ses efforts pour le conserver. Il finit roi déchu et défait par ses propres hommes, mais devint un martyr de la religion et le saint patron de la Norvège après sa mort. Parmi les multiples qualités du récit de Snorri, il faut mentionner la lucidité de l'auteur sur les rapports de pouvoir dans une société qui est en train de se soumettre à la puissance royale et une distance ironique vis-à-vis de ses personnages. Cette distance, propre à l'écriture romanesque, qu'on trouve aussi chez un chrétien de Troyes ou bien plus tard un Cervantes, et c'est ce à quoi se référait Borges, j'en suis sûr, dans la citation qui nous a été donnée tout à l'heure par le professeur Marx. Donc, à cette distance ironique s'allie un plaisir manifeste de la narration qui n'est nulle part aussi apparente que dans les parties où l'auteur ne semble pas avoir eu recours à des sources préexistantes pour alimenter son récit. Il donne alors libre cours à son talent de conteur. Un épisode particulièrement mémorable concerne un roi régional du nom de Hrærekur et que le roi Olaf a vaincu et aveuglé, mais qu'il ne veut pas tuer et préfère garder auprès de lui, car ils sont cousins. Snorri raconte avec délectation les efforts répétés du vieil homme aveugle pour se venger sur le roi, comme l'illustre cette gravure, qui montre l'épisode où Hrærekur tente de poignarder le roi alors qu'il se rend à l'abbesse. Au-delà de l'humour, ce récit met en scène l'inextinguibilité de la soif de vengeance des humiliés et des offensés. La saga a été traduite par Régis Boyer, comme vous pouvez le voir sur ce transparent. Alors, l'un des mérites de ces grandes fresques, que sont les sagas royales à leur apogée dans la première moitié du XIIIe siècle, est la présence de personnages secondaires qui, pour un temps, deviennent le personnage principal du récit avant que le roi ne revienne à son centre. On a longtemps cru que ces épisodes étaient une sorte de proto-saga et qu'elles avaient eu une existence indépendante, orale ou écrite, avant d'être incorporées dans les sagas royales. Cette idée est fortement contestée aujourd'hui par des chercheurs qui ont montré que cet entrelacement de plusieurs fils narratifs relevait d'une esthétique toute médiévale. Ce qui nous intéresse ici est que l'objet de ces récits, dont on pourrait dire qu'ils étaient périphériques par rapport au centre de la saga, étaient souvent des Islandais, parfois des skalds, mais qui pouvaient également se rendre auprès du roi pour d'autres raisons. Si j'ai ainsi
présenter une ébauche des conditions historiques dans lesquelles ont émergé les sagas, il faut également parler des conditions sociales et matérielles de leur apparition. Évoquons d'abord le fait que dès le XIIe siècle, l'aristocratie laïque islandaise savait lire et probablement écrire. Par ailleurs, ses plus puissants membres s'entouraient de clercs, aussi bien pour les aider à administrer leurs biens que pour leurs écritures, sans oublier bien entendu le salut de leurs âmes. Le plus important cependant est que tout porte à croire que les sagas avaient une fonction importante dans les fêtes que les seigneurs islandais donnaient. En effet, ces festins pouvaient durer plusieurs jours et étaient donnés à l'occasion de mariages ou des fêtes de Noël. Les convives pouvaient être nombreux et il fallait les divertir. Plusieurs récits tirés de diverses sagas permettent de penser que ce fut une motivation majeure pour leur composition et circulation, et que bien souvent c'était les seigneurs eux-mêmes qui en étaient les auteurs. Snorri Sturluson est un bon exemple, mais il n'est probablement pas le seul qui ait créé ou fait créer pour ses convives des divertissements de cette sorte. Vers 1220, les conditions étaient donc réunies pour l'éclosion d'un nouveau sous-genre de la saga, les Íslendingasögur. En langue française, l'usage veut qu'on les appelle sagas des Islandais. Je préfère les appeler sagas des premiers Islandais. J'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Ces sagas, environ une quarantaine de textes en tout et de longueurs différentes, seront l'objet principal de mes cours ici au collège. Si j'ai parlé si longuement du contexte dans lequel elles sont apparues, c'est qu'il m'a paru nécessaire de souligner qu'elles ne sont pas sorties du vide, qu'elles sont le fruit d'une évolution longue et qu'il faut les situer dans un paysage littéraire qui était déjà riche et complexe lorsqu'elles sont apparues. Les sagas des premiers Islandais, donc, sont caractérisées d'une part par les origines des personnages principaux, l'Islande. En cela, elles se distinguent des sagas royales, car il n'y a pas de roi en Islande. D'autre part, ces sagas se définissent par la période dans laquelle leur action se déroule, à savoir du peuplement de l'Islande jusqu'à sa conversion au christianisme ou peu après, soit de la génération des colons jusqu'à leurs arrière-petits-enfants. Cela les différencie des sagas contemporains que j'ai nommées en premier, car elles aussi mettent en scène des Islandais, mais des gens qui ont vécu au XIIe et XIIIe siècle, à l'époque où les textes furent composés. Les sagas des premiers Islandais, composés dans la même période, mettent en scène à peu près les 4 premières générations d'Islandais depuis le peuplement. Plus de 2 siècles et une demi-douzaine de générations plus tard, ces sagas devaient être perçues par leur public comme des récits d'origine de leur société, fondés par des païens, mais devenues chrétiennes ensuite. Si nous prenons l'exemple de la saga d'Egil, que j'ai traduite en français et qui paraîtra dans quelques jours, cette caractéristique des sagas des premiers Islandais est manifeste. Le grand-père d'Egil, le Kveldúlfur, et son père, et le père d'Egil, Skallagrim, sont des hommes importants en Norvège. L'oncle d'Egil, fils de Skjöldulf et frère de Skallagrim, Thorolf, a été tué par le roi Harald aux Beaux Cheveux. Skallagrim et Kveldúlf le vengent et sont obligés de s'exiler en Islande, où Skallagrim s'arroge un grand territoire dans l'ouest de l'Islande. Ce domaine coïncide en partie avec celui de Snorri Sturluson, qui pourrait bien être l'auteur de cette saga. Il peut sembler à première vue assez étrange de définir un genre littéraire par l'origine des personnages et la période où ils sont censés avoir vécu. Il est utile à cet égard de faire intervenir un concept créé naguère par le théoricien russe de la littérature Mikhail Bakhtin. Ce concept est le chronotope. Pour Bakhtin, l'objet littéraire est avant tout un acte de communication au sein d'une société donnée. Le principe dialogique, pour citer Todorov, implique que cette communication laisse des traces dans le texte lui-même, aussi bien dans les aspects formels que les éléments de signification. Au sein de la communication littéraire, il y a différents modes d'expression et une variété de genres.
Bakhtin propose de définir les différents genres du récit par l'espace-temps qui les caractérise, d'où la notion de chronotope. Chronos et topos. Je ne sais si ce concept bakhtinien, fort à la mode vers la fin du siècle dernier, est encore considéré comme utile dans les études littéraires en France. En ce qui concerne la littérature islandaise médiévale, il garde néanmoins une valeur heuristique. En effet, les différents genres de la saga que je viens de décrire, ainsi que d'autres, que je n'ai fait que mentionner en passant, trouvent aisément leur place dans un schéma construit autour de deux axes, l'un temporel et l'autre spatial. Ce tableau montre comment le système générique des sagas s'ordonne dans l'espace et le temps à partir de leurs auteurs et premiers publics. C'est donc en bas à gauche. Plusieurs remarques s'imposent. La première est que les sagas royales se déroulent dans un espace voisin de l'Islande et des Islandais et recouvrent les trois périodes en question. Celle qui précède le peuplement de l'Islande, la période pendant laquelle l'Islande a été peuplée et convertie au christianisme, et finalement la période qui est contemporaine aux auteurs et publics. Cet espace proche est celui dont les Islandais des XIIe et XIIIe siècles s'estiment originaires et avec lequel ils sont constamment en contact. Il comprend les autres lieux habités par des gens d'origine norroise en Atlantique du Nord. La deuxième remarque est qu'il n'y a pas de passé légendaire de l'Islande à proprement parler, car les auteurs des sagas savent, grâce à Are le savant, ou croient le savoir du moins, quand leur pays a été découvert et peuplé. La troisième remarque est qu'ils s'intéressent aussi bien aux événements qui leur sont contemporains que ceux qui relèvent du passé historique, à la fois chez eux et leurs voisins. Et vous voyez qu'il n'y a pas seulement les sagas royales, il y a aussi des sagas sur d'autres régions habitées par donc ces peuples norrois en Atlantique du Nord, les Orcades, les sagas sur le Groenland et la découverte de l'Amérique, par exemple. La quatrième remarque est que le passé lointain du reste du monde connu fait partie à la fois de leur vision du monde et de leur imaginaire. La conclusion est que le système littéraire des sagas reflète la situation des Islandais au Moyen Âge, dans le monde connu à l'époque, et les préoccupations qui étaient les leurs. Chacun des chronotopes qui caractérisent les différents genres joue un rôle dans ce système. Dans un ouvrage tout récent, j'ai proposé de voir cette double tripartition du temps et de l'espace dans le corpus des sagas comme une clé permettant de comprendre pourquoi les sagas sont si intéressantes en tant qu'expression de la situation de l'être humain en société. J'y vois la manifestation d'une dynamique entre trois termes, réalité, idéologie et identité. Je n'ignore pas que ces concepts sont complexes et difficiles à manier. Je crois pouvoir dire, en simplifiant, mais pas à l'excès, j'espère, qu'il y a une différence qualitative dans la façon dont laquelle les sagas font sens pour leurs auteurs et publics, selon leur distance dans l'espace et le temps par rapport aux événements rapportés. Voyons cela de plus près. Les auteurs des sagas de contemporains sont tenus de narrer la réalité telle qu'elle leur apparaît. Ils sont soumis au contrôle de la perception qui leur est commune avec leur public de ce qui est arrivé, réellement arrivé. Tout conscients que nous sommes de la subjectivité de tout récit, nous pouvons cependant dire que les sagas de contemporains rendent compte d'une réalité proche de la vérité, si on peut dire. Les personnages de la saga des Sturlungar ont vraiment existé. Les auteurs et leur public les connaissaient. C'est une garantie de la véracité relative de leur dire. À l'autre bout de l'axe temporel et spatial, la matière légendaire, mythique, héroïque et religieuse a tendance à exprimer une idéologie, dans le sens où les personnages sont des modèles ou des antimodèles de ce qu'il faut ou ne faut pas faire, et que leurs actes incarnent cette idéologie ou en montrent les limites. Ainsi, Sigurd et Guðrún, dans la saga des Volsung, représentent-ils par leur comportement, d'une part, l'héroïsme et d'autre part, l'absurdité de l'obligation de venger son sang. Le récit sur Alexandre, les limites de l'esprit de conquête, etc., etc. Entre l'idéologie
et la réalité vécue des individus et des groupes, il y a la subjectivation. J'emprunte le terme à Michel Foucault. J'aurais aussi pu utiliser celui d'interpellation, terme apparenté et employé par Althusser avant Foucault. C'est l'exigence à laquelle nous nous plions plus ou moins consciemment de dire qui nous sommes par rapport à un système de valeurs et de représentations. Le tout premier texte que nous avons évoqué aujourd'hui, le livre des Islandais de Are le Savant, peut justement être lu comme le résultat d'un effort pour énoncer l'identité des Islandais comme peuple nordique et chrétien, en particulier celle de sa classe dominante, à la fois laïque et cléricale. Mais les identités sont toujours instables, indécises, parfois contestées. Elles sont toujours en construction et sujettes aux évolutions parfois soudaines. On n'est jamais tout à fait identique à soi-même. Ce n'est sans doute pas un hasard que les sagas des premiers Islandais, les Íslendingasögur, émergent dans la période où la société islandaise, du moins dans ses couches supérieures, est en train de subir des changements souvent douloureux et parfois violents. Sous l'impulsion de la réforme grégorienne, l'Église, jusqu'alors contrôlée par l'aristocratie laïque, revendique son indépendance, en même temps qu'elle renforce son emprise sur les individus en affirmant son rôle pastoral. Dès le premier tome de son Histoire de la sexualité, Michel Foucault insiste sur l'énormité de l'obligation de se confesser annuellement, introduite par les canons du 4e concile de Latran en 1215. Moins d'une décennie plus tard, cette obligation était intégrée aux statuts synodaux de l'Église islandaise. Mais ceci n'est pas le seul exemple de pression exercée sur les couches supérieures de la société islandaise. À partir des années 20 du XIIIe siècle, la royauté affirme son pouvoir en Norvège et s'efforce de l'étendre aux communautés norroises de l'Atlantique. Auparavant, on aura assisté à une concentration des pouvoirs dans le pays entre les mains de quelques familles, qui se livrent à partir de 1235 une compétition acharnée pour la domination du pays, soit en tant que représentants du roi de Norvège, soit pour leur propre compte. C'est alors, pensent les philologues, que les premières sagas appartenant au genre de la Íslendingasaga ou saga des premiers Islandais furent écrites au même moment que les sagas royales historiques connaissaient leur essor. Les deux étaient liés car les Islandais de la période semblent avoir été fascinés par cette royauté à laquelle ils allaient bientôt se soumettre. Les sagas des premiers Islandais représentent un changement radical de la perspective par rapport aux sagas royales. Ici, ce n'est pas un roi norvégien, mais un Islandais qui est au centre du récit. Ce renversement des rôles ouvre de grandes possibilités littéraires, de quoi créer des œuvres qui ne ressemblent à rien d'autre dans la littérature du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que le chronotope qui caractérise ce nouveau genre est celui des origines de la société dans laquelle vivent les auteurs et le public auquel ils s'adressent. En même temps, il ressemble beaucoup au monde dans lequel ils vivent, même environnement physique, même conditions sociales. Mais ce chronotope est frappé d'ambiguïté. Il est du point de vue d'un chrétien du XIIIe siècle, car la société islandaise fut fondée par des païens et les générations suivantes vivaient dans une période de transition vers la nouvelle religion. Ceci leur donne un statut particulier que les auteurs des sagas exploiteront pour explorer leurs propres ambiguïtés, pas seulement religieuses, mais également sociales et morales. Or, les identités flottantes, sinon ambiguës, sont une des matières de toute littérature, des métamorphoses d'Ovide au nouveau roman français et au-delà. Dans les prochaines semaines, nous examinerons comment elles se manifestent dans les sagas des premiers Islandais. Merci.